Je m'appelle Agnès Wibergig et je suis avocate au barreau des Hautes-Alpes. Le conseil que j'aurais à donner aux salariés, c'est quand ils sont victimes ou de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste au travail, d'immédiatement dénoncer les faits. Et d'en parler plus particulièrement à leur médecin du travail et de prendre rendez-vous pour expliquer quelle est leur souffrance au travail et quelles sont les motivations. C'est vraiment d'en parler. Y compris d'ailleurs peut-être d'en parler même au-delà du médecin du travail, à d'autres personnes qui ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise, parce que les témoignages de gens qui viendraient dire oui, très souvent on l'a vu, elle se plaignait, elle était déprimée, etc., c'est des choses qui vont pouvoir jouer. Les salariés tardent trop parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et ça fait que cette peur-là les empêche de parler et que finalement, en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, la souffrance va être trop importante, l'environnement au travail va être insupportable et ils vont finir par démissionner, perdre tous leurs droits, y compris par rapport au chômage. Et ça, c'est une situation catastrophique. Si vous êtes Le conseil à donner aux employeurs, c'est d'une part de respecter les obligations qui pèsent sur eux en matière d'information et de prévention des risques psychosociaux dans les entreprises. Et ensuite, quand une salariée se plaint d'une problématique de harcèlement au travail, d'agissement sexiste au travail, c'est de immédiatement prendre des mesures, de diligenter une enquête impartiale, objective et éventuellement de mettre à pied la personne qui est accusée de harcèlement, au moins à titre conservatoire, de façon à mener cette enquête pour ensuite prendre une décision et si les faits lui paraissent avérés, une sanction. Parce que s'il ne le fait pas, évidemment sa responsabilité civile peut être mise en cause, mais aussi sa responsabilité pénale. Les salariés, ils ont des recours devant le Conseil des prud'hommes en demandant soit la résiliation judiciaire de leur contrat de travail au tort de l'employeur parce qu'ils sont victimes de harcèlement moral, soit ils peuvent faire ce qu'on appelle une prise d'acte de la rupture, c'est-à-dire écrire à l'employeur en recommandant, disant « je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts parce que la relation de travail n'est plus possible, parce que vous ne respectez pas vos obligations de protection ». Et ensuite, il faudra aller devant le Conseil des prud'hommes pour faire valider cette prise d'acte de la rupture et surtout la faire qualifier de licenciement au tort de l'employeur. Elle va être requalifiée en licenciement. Je précise que même un salarié qui aurait démissionné parce qu'il n'en peut plus, il peut toujours retourner devant le Conseil des prud'hommes pour demander la requalification du licenciement, de la démission en licenciement. Des recours sont possibles et aussi des plaintes au pénal. Parce que parfois, on n'a pas de pouvoir d'enquête et d'investigation, ni la personne qui se plaint, ni l'avocat. Et l'intérêt de la plainte au pénal, c'est que les policiers, évidemment, ils mènent des enquêtes, ils ont des pouvoirs d'investigation. Et s'ils font bien leur travail, peut-être en interrogeant l'environnement, etc., on va pouvoir à ce moment-là se constituer des preuves vraiment importantes. Surtout, je dirais que on a étendu le champ de tous les agissements sexistes. On a aggravé aussi d'ailleurs les peines encourues puisque au départ on était sur une contravention de première classe, par exemple sur l'injure sexiste non publique. Aujourd'hui on est sur une contravention de 4e classe, voire de 5e classe quand c'est un supérieur hiérarchique en est l'auteur. On a introduit de nouvelles infractions, contraventions comme l'outrage sexiste et globalement, on voit bien que la tendance est de dénoncer et d'essayer d'éradiquer en fait le comportement sexiste à l'intérieur des entreprises. C'est clair, c'est que plus vite on agit, plus on a de chances d'aboutir. Et donc, il ne faut pas hésiter à consulter un avocat. Peut-être que l'avocat dira, franchement, il n'y a pas suffisamment d'éléments, je pense que on a peu de chances d'aboutir, mais il aura un rôle de conseil et puis de soutien des plaignants ou des plaignantes qui sont souvent psychologiquement vulnérables, très atteints. Moi, ça m'arrive de dire à des clients ou des clientes de dire écoutez, je prends le dossier en main, j'ai les éléments que vous m'avez donnés, je vais mener ce dossier. Reposez-vous sur moi, essayez de ne plus penser, je suis là pour faire les choses à votre place. Et parfois ça marche en fait. Et donc vraiment d'essayer de soulager le plus possible le salarié.